est avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier de Buren est avec nous ce soir, directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Stéphane Déo à nos côtés, gérant senior chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Et Benoît Pelloual nous accompagne également, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Bon, le narratif du jour, visiblement, vise à faire porter la responsabilité de cette séance négative à Palantir, qui n'a pas déçu, mais qui inquiète visiblement à travers une valorisation stratosphérique qui était déjà bien flaguée par l'ensemble du marché et qui posait pas de problème jusqu'à hier soir, visiblement. Effectivement, c'est assez caractéristique de l'environnement des marchés qui baignent dans un optimisme particulièrement important. Parce que si on regarde au final, on a la macro, il n'y a pas spécialement de dégradation particulière. De toute façon, on n'a plus de chiffres depuis le shutdown. Donc même sur le point négatif qui était l'emploi, on n'a pas forcément de nouveaux chiffres. Quand on regarde les soft data, pas spécialement de dégradation supplémentaire. On a des chiffres d'inflation qui confortent plutôt la Fed dans les baisses de taux. Donc sur le volet macro, ça plaide plutôt à l'optimisme. La géopolitique, ça va un peu mieux avec l'accord entre la Chine et les États-Unis. Et puis quand on regarde les résultats de société, ça se passe bien. On a des bons résultats, et donc c'est à ce moment-là où on a effectivement des mouvements qui interpellent, et on se rend compte que effectivement les valorisations peuvent soulever quelques questions. Donc c'est un peu caractéristique des environnements un peu d'euphorie qu'on a généralement sur les marchés. Donc il faut y prêter attention. Parce que quand on regarde dans le détail, aux États-Unis, on a une prime de risque sur les marchés actions qui est à 0, qui est même quasiment négative quand on regarde en fonction des différentes mesures. Quand on regarde les valorisations dans leur ensemble, on valorise une croissance des profits qui est quand même très significative. Aujourd'hui, sur les niveaux de valorisation actuels, alors peu importe les métriques, on est sur des niveaux très élevés, mais on valorise dans l'ensemble du marché américain une croissance des profits qui serait autour de 25%. Si on regarde les chiffres là sur le trimestre, on est plutôt à 12. Les analystes dans le consensus, ils attendent 8-10 dans les 12 prochains mois. Et nous, dans le cadre du scénario macro, où la croissance américaine perd quasiment 1 point quand même en 2025 par rapport à l'année dernière, on est plutôt autour de 5-6% de croissance des profits. Donc on a du mal à justifier ces 25 pricés par le marché. Donc ça fait quand même pas mal. Il y a cette problématique de la concentration autour des valeurs de tech, qui explique quasiment 80% de la perte des actions américaines. Et puis on commence, et effectivement Palantir est révélateur de ça, d'avoir un price action qui montre une forme de fragilité. Je regardais des données quantitatives, mais en 2025, on a eu plus d'une centaine de mouvements sur des entreprises cotées de plus de 100 milliards de capitalisation, parce qu'on parle de mastodontes assez importants dans la tech. Plusieurs trillions de dollars, c'est vrai. Voilà, et même de façon plus générale, c'est une année record en termes de mouvements inhabituels. C'est Merrill qui calculait ça, où on n'a jamais eu autant de mouvements de plus de 2-3 écarts types sur une même journée de la part de certaines valeurs. Donc on voit qu'il y a une certaine nervosité, tout le monde veut participer à l'optimisme, tout le monde veut en profiter, mais on se tient quand même prêt à fuir à la première mauvaise nouvelle. Donc, qu'est-ce qui explique ce que vous décrivez parfaitement du marché? Est-ce que la présence du retail massive, de plus en plus massive, explique ces mouvements qu'on peut juger parfois un peu extravagants? Palantir, j'imagine, c'est une des boîtes qui est le plus détenue ou jouée par le retail aujourd'hui sur le marché américain, forcément. Probablement, ça a peut-être tendance à accentuer cette problématique, mais c'est pas un phénomène nouveau. Ces phénomènes d'euphorie sur les marchés sont caractéristiques des fins de cycle. On l'a vécu en 2000 avec l'éclatement de la bulle TMT. La principale difficulté, c'est d'essayer de savoir où on en est et s'il est encore bon d'en profiter ou s'il faut essayer de se protéger. On a fait un petit exercice de valorisation un peu amusant. On a essayé de valoriser jusqu'où peut aller cette bulle. Donc, alors c'était très très compliqué parce que ça. Donc avec l'idée qu'elle n'a pas encore atteint son climax. C'est ça. Si on essaie de regarder est-ce qu'il y a encore du potentiel aujourd'hui, si on répète un scénario de bulle type 2000, donc on met la prime de risque à peu près au niveau de ce qu'on a vécu fin 99. On intègre là-dedans une croissance des profits qui était valorisée à l'époque. Donc là, c'était pas 25, c'était 35%. Et ça donne un S&P qui est à 8000 points, quoi. Donc il y a grosso modo, il y a un peu plus de 15% encore de potentiel si on rejoue le scénario de 2000. Bon, c'était plus sérieusement le scénario. Non, mais ça donne déjà un repère. Donc évidemment, tout le monde cherche à en profiter. Il y a un peu de cupidité là-dedans. Plus sérieusement, on pense que le scénario qui se profile quand même malgré tout, c'est qu'à un moment, on ait une respiration par une correction, en l'occurrence. On se rende compte que les valorisations sont relativement élevées, l'économie américaine est en train de freiner, le fait d'avoir possiblement un poil plus d'inflation persistante à cause de la thématique des barrières douanières
c'est de nature à accentuer ce freinage, et c'est plus une correction de l'ordre de 15% quand on valorise ça qui se profile. Si on intègre même un scénario un peu plus d'un freinage un peu plus appuyé, sans forcément voir un passage en récession sur un trimestre, on a bien 20-25% à perdre sur les niveaux actuels. Donc il y a effectivement une tentation très forte des prises de bénéfices, des mouvements qui montrent une certaine fragilité. Et la volonté d'être un peu raisonnable face à cela, c'est encore une fois, on appuie le message depuis le début de l'année, de faire autre chose que de la tech américaine, d'avoir diversifié son portefeuille et d'essayer de garder la tête froide par rapport à ça. Ouais. Bon, Stéphane, le cas Palantir aujourd'hui, c'est quoi? C'est un des premiers canaris dans la mine de l'IA. C'est une logique de prise de profit qui paraît légitime. Palantir, c'est je sais pas, plus 400% en un an, plus 2000% en 3 ans. Enfin bon, bref, ceux qui sont rentrés, même ne serait-ce qu'il y a 6 mois, ont gagné déjà beaucoup d'argent dessus. Donc on est et au-delà de Palantir, moi, ce que je note dans les marchés globaux, c'est que encore une fois, beaucoup des grands trades gagnants de 2025 semble se retourner, en tout cas se déboucler. Le dollar monte un petit peu depuis 2 mois. L'or s'est dégonflé sous les $4,000. La sphère crypto s'est jamais vraiment totalement remise du coup du 10 octobre et de Trump qui a fait vaciller un peu l'édifice. Tout ça ayant été les grands trades gagnants de 2025. Moi, je pense qu'il y a 2 histoires sur Palantir. La première histoire, c'est ce que vous dites, c'est une respiration de marché. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une bulle. Pourquoi ? Parce que si vous regardez Nvidia, par exemple, le PE d'Nvidia, c'est-à-dire la valorisation, a baissé depuis 3 ans. En fait, le marché avait raison de payer très très cher Nvidia parce que les bénéfices ont progressé plus vite que la performance boursière. Donc on n'est pas du tout sur une situation à la 99 ou 2000 où on mettait des valorisations insensées sur tout ce qui bougeait. Après, il y a quelques exceptions, Palantir en fait partie. Mais on a vu une très très belle performance. Je ne serais pas étonné que beaucoup de gérants veuillent prendre leurs bénéfices. On est à un gros mois de la fin de l'année, parce que la fin de l'année c'est mi-décembre. Est-ce que vous allez prendre des gros risques quand vous avez fait une bonne année ? Peut-être pas. Et donc on peut très bien avoir une respiration de marché. Ça, c'est un problème purement technique de court terme. Il y a un deuxième sujet, moi, qui me fait un peu peur. On parle beaucoup de bulles sur le marché. Action. Pour moi, c'est pas une bulle spéculative, c'est plus une bulle industrielle. Je m'explique. Si vous regardez les hyperscalers, c'est Amazon, c'est Microsoft, Google, etc. Ils ont prévu entre 400 et 500 milliards d'investissements dans l'IA. Alors c'est gentil, ça me fait plaisir, c'est beaucoup d'argent. Mais 400-500 milliards, ça veut dire que vous devez faire au moins autant, si ce n'est plus, en chiffre d'affaires pour rentabiliser ça. Moi, je veux bien, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on estime le marché mondial du software, c'est-à-dire des programmes informatiques, à 700 milliards. Donc, pour sortir un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour rentabiliser tous ces investissements, moi, je suis un tout petit peu dubitatif, pour le dire poliment. Et donc là, par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bulle d'investissement qui est beaucoup trop élevée. Et c'est là où Palantir est vraiment le caillou dans la chaussure. Un peu avancé, c'est ça. Si Palantir dit, au fait, on n'arrive pas à faire autant de bénéfices qu'attendu, ça prouve que ces paris qu'on est en train de faire sont probablement un petit peu trop osés. Et ça peut être un vrai sujet à moyen terme. C'est-à-dire le marché qui dit, mais attendez, vous dépensez des dizaines, des centaines de milliards, et on va jamais avoir une rentabilité décente avec ce genre de choses. À moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane ? Il y a beaucoup de roadmaps qui convergent vers 2030 dans toutes ces dimensions technologiques. Il y a un point de rendez-vous fixé dans les plans de développement autour de 2030 peut-être. Mais j'imagine que le marché va quand même s'interroger avant pour savoir si on est bien sur la trajectoire 2030 ou si on a déjà dérivé au point de pas tenir la trajectoire 2030. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, ce qui me fait très très peur, c'est que après Palantir, on est un hyperscaler qui dit mais attendez, je vous ai annoncé 100 milliards en investissement, je choisissez ce que vous voulez. Ils sont tous à 100 ou 150 milliards. Grosso modo, et qui vous disent mais en fait ça c'était les prévisions, on n'a pas vraiment passé les ordres. Et là, d'un coup, vous allez vous dire mais attendez, finalement, ça veut dire beaucoup moins de chiffre d'affaires pour Nvidia, ça veut dire beaucoup moins de chiffre d'affaires pour beaucoup de gens. Et là, vous changez complètement la donne.
à ce stade. Et là, on n'y est pas encore. Non, ouais, on n'y est pas du tout. Parce que une des dernières communications de Nvidia, c'était à leur conférence la semaine dernière. Ils étaient hyper optimistes. D'habitude, ils guident sur le trimestre comme toutes les boîtes à peu près raisonnables. Là, ils donnent une visibilité jusqu'à fin 26 avec un chiffre d'affaires embarqué de 500 milliards. Ça a l'air d'être de la commande ferme quand on écoute le management. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas du tout. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a les deux problèmes. Il y a le problème donc immédiat. Ça veut dire moyen terme, c'est pas là. Non, c'est pas demain matin. Toute chose égale par ailleurs, c'est pas demain matin. On peut avoir une correction, bon, vous l'avez dit, comme pour des raisons techniques, ça c'est le premier sujet, mais ça pose vraiment le problème pour moi, de la trajectoire plus à moyen terme. Après, ça veut dire qu'on aura surinvesti, comme on l'avait fait pendant la période .com, et on se retrouve avec beaucoup trop d'infrastructures, et c'est super, parce que on avait construit un Internet qui était beaucoup trop gros, et ça a permis de démocratiser à vitesse grand V. Donc, c'était la conclusion qu'on avait hier en plateau. Il faut faire attention quand on est investisseur, mais pour l'économie, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La bulle qui craque, c'est le prix de la technologie qui s'effondre, et donc c'est une massification vitesse grand V de la technologie. Bon. Xavier, vos commentaires et analyses sur cette dimension IA qui est plus que centrale, qui porte tout, à la fois les marchés et la macroéconomie également désormais. Oui, peut-être plusieurs chiffres à rappeler assez intéressants. Stéphane en a parlé, mais c'est 375 milliards de capex d'investissement qui vont être dépensés par les hyperscalers, donc effectivement Google, Microsoft, Oracle, Meta et Amazon, exactement. Et justement Amazon, c'est sur ces 375 milliards, c'est 125 milliards de dollars. Juste pour donner un chiffre, quand on convertit ça en euros, ça fait à peu près 100 milliards d'euros. C'est la capitalisation boursière d'Air Liquide, créé en 1902, il y a plus de 120 ans. 120 ans d'investissement, 120 ans de développement. Et voilà, Amazon. Mais ils avaient qu'à faire de l'IA. Mais donc, et puis, une autre remarque quand même, on fait souvent des parallèles par rapport à la bulle de la tech, etc. Il faut savoir que ces hyperscalers qui font ces programmes d'investissement, aujourd'hui, ont des bilans quand même très sains, une génération de trésorerie qui leur permet, à hauteur de 70% aujourd'hui, de pouvoir financer. Ça, c'est une grosse différence avec ce qui s'est passé dans les années 2000 où il y avait 12 IPO par jour quand c'était pas 20 le lundi. Et tout ça, c'était autant de dettes qui étaient levées pour financer ces investissements. Donc, c'est quand même une différence assez fondamentale. Et puis, quand on fait l'exercice de prendre les plus grandes sociétés des années 2000, la valorisation des plus grandes sociétés des années 2000 par rapport à ces grands hyperscalers qui font ces investissements et qui font ce marché de la tech aujourd'hui. En 2000, c'était 52 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est plutôt à 27. Donc, il y a quand même... Les GAFAM en tant que tels atteignent pas des PE stratosphériques. Et en termes de santé financière, ça permet ces développements. Toute la question, mais c'est comme dans ces grandes révolutions technologiques, industrielles, etc. C'est des montants d'investissement qui sont énormes. Il y avait une comparaison qui était faite par Goldman avec les montants qui avaient été investis dans les chemins de fer anglais. Et en fait, remis à la valeur d'aujourd'hui, c'est plus important que ce qui est dépensé aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, il y a des tendances et puis il y a un marché adressable. Et comme tout, il y a forcément beaucoup d'investissements. Il y en a qui vont avoir des returns on equity, des retours sur investissement qui vont être favorables. Et donc, et d'ailleurs, les returns on equity qu'on observe sur les premiers investissements qui ont été faits par ces hyperscalers ces dernières années sont aux alentours de 26-27%. Et en moyenne, on est plutôt à 17%. Donc, c'est rentable, c'est pour l'instant des investissements rentables. Donc toute la question maintenant va être est-ce que ces sociétés vont encore avoir la capacité à financer à hauteur de 70% ces investissements. Alors elles génèrent un cash flow monstrueux, mais face à ça, ce sont des capex monstrueux. C'est-à-dire qu'à un moment, entre le cash flow et les capex, comment le marché arbitre, comment le marché juge la chose. Eh bien justement, c'est quelque chose qui est vraiment très surveillé aujourd'hui. C'est dans quelle mesure ces sociétés-là font appel au marché pour financer ces prochains investissements, ces prochains capex. Et on le voit d'ailleurs, toutes les émissions depuis le début de l'année, il y a 140 milliards de dollars qui ont été levés pour financer de l'IA directement. On parle de dette. Ou indirectement, sur de la dette. Donc voilà, toute la question, ça va être dans quelle mesure ça prend de l'ampleur ou pas. Mais et conclusion de ça, le risque en vaut encore la chandelle.
Bah, la preuve, c'est que y a des gens qui sont prêts à financer ça. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est à surveiller. Mais pour l'instant, ça s'est fait de façon mesurée entre guillemets parce que ces sociétés-là avaient les moyens de le faire. Et il y a une croissance et des carnets de commandes. On l'a vu sur les publications de Amazon et de Google, que toute la partie cloud, il y a des carnets de commandes énormes. Donc voilà. Donc c'est vraiment et je rejoins ce qui a été dit par Stéphane et Benoît. Le marché à 25 séances de la fin. Après des performances comme on a connu aujourd'hui, il a besoin de souffler. C'est un acte de gestion de prendre ses profits, de se dire tranquille. Et quand on voit effectivement ces niveaux de valorisation, Palantir, c'est 299 fois le price earning de 2025. Il y a un moment, bon, on prend pas trop de risques à prendre des profits aujourd'hui. D'ailleurs, le marché il baisse pas tellement. Non, c'est pour ça. Je restais mesuré. J'essayais de rester mesuré dans mon propos. Après, il y a quelques éléments techniques sur le marché américain qui montrent quand même qu'on peut avoir quelques signes. Notamment, il y a aujourd'hui plus de titres qui traitent sur leur plus bas depuis un an. Que l'inverse, que titres qui traitent sur les plus hauts. Ça, c'est quand même des éléments. La participation, la largeur de la participation est très faible. On a une divergence aujourd'hui qui est la plus marquée. On avait une tentative d'élargissement de la participation, on commence à y croire et ça s'est vachement resserré. Et dernier point d'un point de vue technique, aujourd'hui le S&P 500 est depuis plus de 4 mois au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. Ça s'est jamais vu. Donc voilà, il y a quelques signaux de surachat et de divergence qui militent pour une prise de profit. Bon, mais c'est vrai que sur la solidité de ces hyperscalers, on le rappelait hier en plateau, alors ça a été un mauvais virage pour Meta, celui du métaverse. Ça leur a coûté 40-50 milliards de dollars de capi et puis on va dire un désert boursier pendant au moins 12-18 mois. Mais ça n'a jamais remis en cause la viabilité de l'entreprise, qui peut perdre 40 milliards comme ça et rester une entreprise majeure, monstrueuse et centrale. C'est ça justement qui est la corde de rappel qui fait la différence avec ce qu'on avait vu en 2000, c'est qu'on parle de sociétés qui sont d'ores et déjà extrêmement rentables, très solides, etc. Mais effectivement, c'est plus un risque de déception au-delà des problématiques qu'on voit de dynamiques qui peuvent rappeler des dynamiques de bulles. On le voit d'ailleurs dans ces capex, ils sont complètement circulaires. Nvidia met de l'argent chez commence à être un peu consanguin. Pour qu'OpenAI achète des puces, etc. Donc ça, c'est des mécaniques qui sont effectivement qui soulèvent des vraies problématiques. La tech a aujourd'hui un rôle qui est macro dans l'économie américaine. Enfin, on parle des montants. 400 milliards de dépenses de capex cette année. Ça va faire combien de la croissance américaine? C'est 40% de ce qu'on a créé en PIB aux États-Unis cette année. Donc il y a un rôle macro et c'est pour ça que un risque de déception, et pas forcément un risque d'éclatement d'une bulle comme on a pu le connaître, un risque de déception est à surveiller parce que les conséquences peuvent être extrêmement importantes d'un point de vue strictement macro, de par le rôle que jouent ces sociétés aujourd'hui dans l'économie américaine. Encore une fois, il est réel ce risque. OpenAI, les deals des dernières années, c'est 1400 milliards de dollars. Pour une société qui génère 13 milliards de revenus pour l'instant et dont le fondateur n'est pas très intéressé immédiatement à la rentabilité et prévoit pas vraiment qu'elle soit rentable avant 2030. Donc il y a quand même vraiment ce sujet de déception. Il n'est pas du tout à prendre à la légère dans un contexte de valorisation pareil et dans un poids représenté aussi important. Encore une fois, la tech a indirectement un rôle à travers la génération d'effets richesses pour l'économie américaine. C'est-à-dire que cette excellente performance boursière, ces valorisations, profitent aux catégories les plus aisées de l'économie américaine. Aujourd'hui, le top 10 des ménages les plus riches aux États-Unis représente la moitié de la consommation. Donc un simple risque de déception à cause de problématiques de valo. C'est un sujet macro tout de suite. Exactement. Exactement. Et l'autre problématique sur ce secteur de la tech, et effectivement, c'est la vraie nouveauté qui peut-être appellera un changement de statut et de perception à l'égard, de la part des marchés. La tech, historiquement, c'est un secteur plutôt proche de l'industriel, avec un bêta élevé, beaucoup de volatilité. Ça s'est transformé avec les big tech américaines en secteur de grande qualité, croissance, beaucoup de visibilité, etc. Et là, on est en train d'écorner justement ce statut très qualité avec des émissions de dette importantes. Au final, sur l'ensemble de la tech, ça va être 200 milliards de levée de dette cette année. C'est 3 fois ce qu'on a vécu ces dernières années. Et ça, quand on regarde la problématique des hyperscalers, ça change le statut boursier puisque ça devient des sociétés très intenses d'un point de vue capitalistique. Ce qui était une de leurs forces, c'était d'être plutôt asset light, etc., des sociétés de services. Ça ressemble de plus en plus à des sociétés plus traditionnelles avec une infrastructure très lourde à financer, etc. Et donc ça,
à l'avenir, ça justifie plus tout à fait les mêmes valorisations ni la même perception de la part des marchés financiers. Donc ça, c'est vraiment un risque important à surveiller. Ce sont nos nouveaux services aux collectivités, quoi. Exactement. C'est votre point. Effectivement, je vais au bout de la logique. Si on se concentre sur les hyperscalers, c'est les utilities à venir. Mais attention, la prise de conscience en termes de valorisation peut être douloureuse. Il y a quand même des signes de ça. Si on regarde Oracle, le CDS d'Oracle remonte assez significativement. Quand même une perception en termes de qualité qui est en train de se dégrader. Ouais. Le sujet macro, l'IA prend une place importante dans la macro américaine. C'est un régime soutenable. Ça permet pour l'instant de compenser la faiblesse ou l'anticipation d'une faiblesse de la consommation aux États-Unis, par exemple, Stéphane Faiblesse de la consommation aux États-Unis. Vous la voyez pas ? Il faut vite le dire. D'accord. Il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas. D'accord. Je rappelle qu'avec les baisses d'impôts de Donald Trump, alors c'est un sujet, je suis désolé, un petit peu technique, mais normalement, quand on baisse les impôts, on paye moins d'impôts. C'est assez logique jusque-là. Jusque-là, oui. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc, il a baissé les impôts, mais pour des raisons techniques, on continue à les collecter. Donc, les ménages américains vont recevoir un chèque pour rembourser le trop perçu au début de l'année prochaine. Okay. Et alors là, il va pas falloir se mettre en face de la consommation américaine. Donc non, je pense que ça tient. Il y a un effet richesse, vous l'avez dit, qui est monstrueux, qui est pharaonique. Les ménages américains ont jamais été aussi riches. Donc moi, j'ai un petit peu du mal à être pessimiste sur la consommation américaine. Je comprends. Au-delà, pour diversifier un peu les sujets, je reviens, mais juste au-delà de l'IA, dans la saison de publication, là, qu'est-ce qu'on retient d'autre, Xavier ? Que c'est très très fort et c'est canon aux États-Unis. D'accord. Encore une fois, il y a une dynamique de croissance qui a été très forte. Il y a un ratio que nous on aime bien suivre, c'est le ratio de publication supérieure aux attentes par rapport à celles qui sont inférieures. Le ratio, c'est 64% des entreprises du S&P 500 qui ont pour l'instant publié sont au-dessus des attentes, et celles qui ont raté, c'est 10%. Ça s'est jamais vu en dehors du Covid, qui étaient des périodes de publication plutôt anormales. Et en gros, quand on lise tout ça, c'est 6% de croissance avec des marges aux alentours de 12%. Donc, et sur un an, la croissance des bénéfices par action du marché américain est aux alentours de 15%. Et ça, c'est forcément très déformé par la bulle de profit qui entoure les grandes valeurs technologiques. Forcément, d'ailleurs, on le voit dans ce qui n'a pas marché dans le marché américain, toute la partie value et la partie small cap qui ne sont qu'en hausse de 10% en dollars. Donc on est plutôt à zéro, même négatif si on applique le taux de change. On voit bien que ça, c'est des secteurs qui n'ont pas vraiment participé à cette croissance-là. Stéphane. Je suis pas tout à fait d'accord, si je peux me permettre. Moi, je me souviens de Greenspan, si vous vous souvenez, à la fin des années 90, qui montait pas les taux parce qu'il disait la croissance potentielle a beaucoup progressé. Alors la croissance potentielle, c'est un truc d'économiste, on sait jamais la mesurer, surtout en temps réel. Et lui, il disait si la croissance potentielle est beaucoup plus élevée, donc on peut croître sans inflation, c'était son argument, parce que les marges des entreprises ont beaucoup progressé. Si les marges des entreprises progressent, c'est forcément que vous faites des gains de productivité, donc vous améliorez votre effet. Et là, on est exactement en train de voir ça. Donc, quand vous parlez aux économistes, ils ont des modèles très compliqués, tout ça, qui marchent ou qui marchent pas d'ailleurs, mais peu importe. Eux, ils voient rien. Si, très bien, mais 10 ans après. Oui, c'est ça, voilà. Mais pour des gens comme... C'est pas la fonction de l'économiste d'anticiper. D'expliquer le passé, mais sauf que moi, je suis sur les marchés. Et moi, ce que je vois, c'est que, en fait, il y a l'IA un peu fashion, vous savez, dans les réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses qui passent sous le radar sur la logistique, par exemple, où l'IA permet de faire des gains de productivité monstrueux, sur la distribution d'énergie, où ça permet d'économiser beaucoup d'énergie parce qu'on optimise plein de choses. Enfin, il y a beaucoup de secteurs. Et c'est déjà une réalité. Des boîtes que vous suivez, que vous écoutez, qui en parlent. C'est déjà complètement. Et puis, il y a l'exemple d'Amazon qui a licencié 20 000. Il y a plus d'1 million d'employés chez Amazon. Moi, je suis prêt à vous parier que d'ici 4-5 ans, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Donc ça, c'est des gains de productivité aussi. Et ça, je pense que c'est un élément qu'on a tendance à sous-estimer.
Et si ma théorie, parce que c'est juste une théorie pour l'instant, entendons-nous bien. Dites une thèse. Une thèse, ouais, ça fait plus chic. Ma thèse, n'est-ce pas, cher ami, c'est que la productivité s'améliore, donc la tendance s'améliore. C'est plus du tout la même histoire, parce que ça veut dire que vous avez un PIB beaucoup plus élevé de manière. C'est le pari, parce que un des points quand même derrière les capex de l'IA, c'est qu'une des grandes différences peut-être par rapport à l'époque TMT, c'est que là vous avez quand même deux hyperpuissances politiques qui soutiennent ce développement. C'est-à-dire que c'est une ligne de combat technologique entre les États-Unis et la Chine, et que donc très différente, le politique pousse, incite et participe même, puisqu'on voit l'État américain prendre des participations, se rémunérer sur les ventes de puces Nvidia, etc. Enfin, je veux dire, il y a un soutien de la puissance publique et politique derrière ce mouvement. Oui, mais les approches sont vraiment différentes et opposées entre les États-Unis et la Chine. En Chine, c'est pas du tout les mêmes montants qui sont dépensés qu'aux États-Unis. Ils ont beaucoup moins de data centers. Vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui sont ouverts en Chine quand elles sont plutôt en environnement clos aux États-Unis. Donc c'est deux stratégies différentes. C'est hyper intéressant parce qu'il y a un moment, on va voir qui a raison. Est-ce que c'est la Chine qui a dit on peut faire ça pour beaucoup moins cher, ou est-ce que effectivement c'est les États-Unis pour les usages qu'on en aura, pas besoin d'acheter de la puissance, bien sûr. C'est pas besoin de stocker de la puissance qui est très très intéressant pour ça. Benoît. Non, mais ce qui est très frappant effectivement, c'est l'accélération franche des gains de productivité aux US depuis alors il y a effectivement la problématique technologique, mais il y a aussi probablement la façon dont on a géré la pandémie aussi. Aux États-Unis, on a laissé les entreprises virer tout le monde et qu'elles ont ensuite justement fait des efforts de productivité qui sont en plus permis par une automatisation plus prononcée qu'ailleurs. Et on voit vraiment que cette déformation de la valeur ajoutée très forte aux États-Unis en faveur des profits, elle est soutenue par cette dynamique de productivité, ce qui la rend rassurante fondamentalement à long terme par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est vraiment un élément frappant. C'est pas uniquement lié à la tech. Il y a probablement la façon dont on agit. Après, il y a un bémol, c'est que c'est aussi cette espèce, notamment sur les marges, cette espèce de rente Covid aussi, c'est-à-dire que on a des marges qui ont été très largement protégées par l'épargne, par les chèques qui ont été faits aux ménages. C'est pour ça que là-dessus, je mettrai un petit bémol, parce que on sait pas là actuellement comment les droits de douane un peu plus élevés vont se répercuter à travers les marges des entreprises, ou de façon bien tangible, seront transmises aux consommateurs, et quel effet sera sur le sujet n'est pas complètement clarifié encore. Non, et justement en termes de valorisation, cette génération de profits un peu inhabituelle qu'on voit généralement dans les phases, la dernière fois on avait vu ça, c'était justement dans l'euphorie qui précédait la bulle TMT, justement, d'avoir autant de profits rapportés au PIB, on voit qu'elle n'est pas forcément soutenable. Elle va être questionnée justement avec cette capacité. Est-ce que les entreprises vont avoir la même capacité à retransmettre les hausses de prix qu'elles n'ont pu le faire pendant la pandémie? C'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet. Mais à long terme, cette génération de gains de productivité fait une vraie différence en faveur des États-Unis. On évoquait hier, d'ailleurs, au passage, Robert Solow, prix Nobel 87. Alors, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Il dit ça en 87. 5 ans après, la productivité explose. C'est-à-dire qu'il y a cette phase un peu dans l'œil de cyclone, effectivement, on voit rien. Et puis ensuite, ça y est, y compris dans des chiffres un peu plus macro, les choses deviennent visibles. À quoi se prépare la Fed? Alors déjà, est-ce que Jérôme Powell maîtrise encore son board, puisque là on a des dissidences des deux côtés, ce qui est assez nouveau quand même dans l'univers de la Réserve fédérale américaine. Et puis en préannonçant et en ayant confirmé d'ailleurs la fin de la réduction du bilan, qui a été politique de réduction du bilan qui est venue après une politique d'expansion du bilan massive, est-ce que ça veut dire que la gestion du bilan redevient un outil central de gestion des risques pour une banque centrale comme la Fed? Et pourquoi? Alors sur le premier point, oui, j'ai un peu l'impression qu'il a perdu la maîtrise du board. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, vous avez la Fed, mais je vous rappelle que la Banque d'Angleterre a eu un vote une fois où il y avait une personne pour la hausse de taux, une personne pour la baisse de taux et des gens neutres. Donc après, plutôt la page de la BOE, d'habitude ce genre de split de plaisanterie. Bon là, la Fed s'y met, certes. Bon, c'est pas un drame pour moi. L'indépendance, c'est une autre histoire. Je pense que l'histoire de la fin du QT, alors je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais ça vaut le coup de revenir sur ça parce que c'est très important. Donc, la Fed a décidé de deux choses. La première chose, c'est baisser les taux d'intérêt. Alors là, la probabilité du marché, c'était 99%. Donc le marché était sûr qu'ils allaient baisser, ils ont baissé, donc on dit oui, d'accord, c'est fait. Pas aucun intérêt, mais aucune surprise.
Par contre, le QT, donc c'est la réduction de la taille du bilan. On n'était pas sûr qu'ils annonceraient la fin du QT. Donc ils ont annoncé la fin du QT. Alors moi je suis un petit peu rentré dans les chiffres, j'aime bien les chiffres. Vous avez quelque part dans un recoin du site web de la Fed les SOMA, c'est le portefeuille de la Fed, tous les treasuries qu'ils possèdent. Vous avez un magnifique fichier Excel de 1100 pages, etc. Bon, bref. Vous pouvez calculer les tombées, c'est-à-dire les treasuries qui arrivent à échéance. Donc, si un treasuries arrive à échéance, la Fed va recevoir 1 milliard, par exemple. Il faut bien qu'ils réinvestissent ce milliard, sinon leur bilan se réduit petit à petit avec la disparition des treasuries. Tout ça pour vous dire que, en moyenne, l'année prochaine, il va falloir qu'ils achètent 57 milliards de treasuries tous les mois. Ça, c'est les tombées auxquelles ils vont faire face, ils vont être obligés de réinvestir pour éviter justement de continuer de réduire leur bilan. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont 4 000 milliards, enfin un peu plus. Donc le programme d'émission du Trésor est couvert à 75%. Non, mais sur la partie longue. Donc ils ont un bazooka pour maintenir les taux longs à un niveau bas. Et Bessent, qui est le directeur du Trésor, secrétaire d'État au Trésor, est obsédé par les taux longs. Pourquoi ? Pour les mortgages, parce que quand vous empruntez pour des mortgages, vous pouvez baisser les Fed Funds, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte, c'est les taux longs. Là, ils ont un instrument merveilleux pour maintenir les taux longs à un niveau bas, stable, et pour continuer à les faire baisser. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, cette histoire de QT, elle est un peu passée. On a peu parlé dessus, un peu trop vite. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un instrument de politique. Ça veut dire quoi, qu'il y a 10 sur le 10 ans américain, ça veut dire qu'on va les voir plus bas, beaucoup plus bas. Ça veut dire que, pas forcément. Une fois de plus, je vais me moquer des économistes. Bon, je l'ai été pendant quelques décennies, donc je peux me permettre. Oui, c'est ça, oui. Alors, on a des beaux modèles fondamentaux qui nous disent que le treasury, c'est plutôt du 5%. Là, on est en dessous de 4. Enfin, pas aujourd'hui, on est repassé au-dessus. Mais on va rester au niveau de 4. Donc on est un gros point au-dessous de là où on devrait être si on laissait vraiment faire le marché. Ça s'appelle du contrôle de la courbe des taux, Benoît ? C'est très intéressant, d'autant plus que il y a une phrase de Jérôme Powell qui était passée un peu inaperçue, c'est qu'en plus, ils vont faire grossir la partie de papier un peu plus court en termes de maturité dans le bilan de la Fed, ce qui est un reflet de fiscal dominance, justement. Parce que le Trésor émet sur du court. Exactement. Et donc on a un bilan de la Fed qui va être de plus en plus adapté à. Alors c'est pour ça que j'évoque le fait de fiscal dominance, parce que ça facilite justement la tâche pour se financer pour l'État américain. Donc oui, en fait le bilan de la Fed est de plus en plus instrumentalisé pour permettre à l'État américain de s'endetter. Donc ça c'est un sujet qui est assez nouveau. C'est plus au-delà de mettre Stephen Miran au bord de la Fed, je pense que c'est effectivement beaucoup plus efficace en termes de logique de pilotage des taux. Et je rejoins complètement Stéphane. Si on combine ça à un freinage de l'économie, parce que malgré tout, même si on n'a plus les chiffres depuis 3 semaines, on a quand même un marché de l'emploi qui se dégrade. Quand on fait des exercices fondamentaux, nous on est plutôt effectivement autour de 3,5, 3,6 sur le 10 ans américain. Il y a un potentiel à le faire baisser. Donc oui, effectivement. Et c'est pour ça que les problématiques de liquidité qu'on a vues récemment sur les marchés sont assez, sur les marchés monétaires, là cette fois il existe des instruments pour éviter le dérapage, pour éviter que ça se passe mal, mais la contrepartie, c'est de faciliter la tâche au gouvernement américain pour continuer de s'endetter. Donc effectivement, ça va être un sujet très important et qui peut être instrumentalisé justement par l'administration américaine. Bon, et c'est juste la Fed ou c'est toutes les banques centrales qui vont repenser leur politique de bilan, la BCE, la Banque d'Angleterre Oh non, la BCE ils sont sérieux, ils vont pas faire ça. Ah oui. On va continuer de réduire le bilan de la BCE au rythme auquel on le fait aujourd'hui. Pour l'instant, la BCE réduit son bilan plus rapidement que la Fed. Jusqu'où on ira, je sais pas. Non, mais plaisanteries mises à part, je pense qu'il y a je peux me tromper, mais la façon dont ça a été présenté, je pense qu'il y a une vraie instrumentalisation et une vraie volonté d'utiliser par la Fed le bilan pour manipuler. Enfin, manipuler, c'est pas le terme, mais sur les taux longs, alors que la BCE n'est pas du tout dans cette logique-là pour l'instant. Maestro, Scott Bessent, quoi. Pour dire les choses simplement. Cet aspect de liquidité, oui, parce que c'est de la liquidité derrière quand même qu'on met dans le marché. Elle peut se retrouver sur les taux longs, elle peut se retrouver ailleurs aussi à un moment. Enfin, c'est pas neutre, j'imagine, quand on est investisseur et quand on gère des portefeuilles d'actifs. Bien sûr. Alors la contrepartie de ces émissions de monnaie, ça se reflète sur le cours de l'or
Parce que un des réflexes pour les investisseurs, c'est essayer de ne pas acheter des actifs qu'on peut imprimer. Ouais. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, il y en a plein d'autres, hein, mais sur l'or, et pourquoi l'or a connu 25% de hausse en 2024 et plus de 30% en euros aujourd'hui, c'est que ça devient un actif stratégique, un actif géopolitique. C'est aussi un actif que vous pouvez pas saisir. Alors on a vu une explosion des achats d'or des banques centrales depuis la guerre en Ukraine et le gel des avoirs. Donc ça combine pas mal de choses, mais une des choses, c'est un moyen de préserver, c'est un moyen de se préserver de dévaluation, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs aujourd'hui doutent de la capacité des principales économies, finalement, à préserver la valeur de leur monnaie. Après, il y a pas mal d'outils qui permettent aussi de piloter un peu ça, mais voilà ce qu'on peut en dire en regardant ça d'un autre angle. Bon, il nous reste 2 minutes, petit tour de table rapide là. Qu'est-ce qu'il est de bon ton de faire pour cette fin d'année là sur les marchés, cristalliser la performance déjà, c'est un peu le message commun, j'ai l'impression. Xavier, oui. Oui, faut être raisonnable. On atteint des niveaux de valorisation qui sont assez tendus. La performance est bonne. Ça permet aussi de garder des liquidités quand il y aura une correction de marché pour pouvoir ne pas hésiter surtout à réinvestir quand il y a des opportunités avec des baisses de marché. Couvrir les portefeuilles et les performances, Stéphane? Oui, alors sur les indicateurs techniques, j'ai pas les mêmes que Xavier, mais c'est la même histoire. Il y a pas mal de choses un peu bizarres, inquiétantes, je sais pas comment le dire, et qui sont en train de se passer. Donc on est plutôt en train d'alléger le budget de risque. Et puis on avait couvert le risque dollar, on a enlevé toute la couverture. Ah ouais. Oui. Oui, si la Fed baisse un petit peu moins les taux, mais relance l'économie avec les taux longs et le dollar a moins de raisons de baisser. C'est plus de croissance, moins de baisse des Fed Funds, c'est positif pour le dollar. Ça, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on a vécu pendant toute l'année. Très clair. Ça fait 2 mois, encore une fois, que le dollar sera fermé tranquillement, gentiment. La question dans ce genre de configuration, participer à l'euphorie ou regarder le train passer, il faut être un peu à mi-chemin, effectivement, budget de risque modéré, surtout appuyer la diversification, faire autre chose que les quelques boîtes américaines qui tirent l'économie américaine. Surtout que ça paye ailleurs dans le monde. Exactement, c'est ce que j'allais dire. L'Europe a rarement aussi bien performé par rapport aux US cette année au final. Les émergents, il y avait cette année énormément de choses à faire, même si les grosses valeurs de tech trustent les headlines, il y avait beaucoup d'autres choses à faire sur les marchés et c'est probablement encore le cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Pellois, directeur des investissements de Natixis Wealth Management, Xavier Deburen, directeur des investissements d'OTA Capital et Stéphane Déo, gérant chez Eleva Capital.